Bonsoir, Richard Ténéo. Bonsoir, vous, Vigile Avancé. Bonsoir, Gabin Azoma. Bonsoir, Vigile Avancé. Bonsoir à toutes et à tous. À plus d'une demi-douzaine de morts déjà en Afrique du Sud, des étrangers dont on brûle les boutiques nigériens, congolais, zimbabwéens et autres. Fena Azonanon, vous êtes sur le plateau, vous êtes le président de l'ONG Migration et Développement. Vous êtes donc tout interpellé par cette actualité, cette macabre actualité qui a suscité, n'est-ce pas, des revers dans d'autres pays, déjà au Nigeria également. Des installations de MTN sont brûlées. En Zambie, c'est des manifestations de rue pour protester, n'est-ce pas, contre ces violences. En Afrique du Sud, comment ça peut arriver au pays de Nelson Mandela? Comment vous appréciez-vous de votre position ces événements qui sont devenus désormais répétés au pays de Nelson Mandela? Bonsoir Virgile, bonsoir chers collègues, bonsoir à toute l'équipe de Soleil FM, bonsoir aux auditeurs de votre radio. Merci d'avoir bien voulu m'associer à ce débat de cet après-midi qui est d'actualité et qui interpelle toute la conscience panafricaine. Oui, c'est vrai, au niveau de l'ONG Migration et Développement, nous sommes tout aussi préoccupés que tous les panafricains qui travaillent sur les questions de l'unité africaine, de la consolidation de la paix et de l'harmonisation donc des valeurs citoyennes qui fondent le panafricanisme sur le continent. Avant de répondre à votre question, il me plaît, Virgile, et il me paraît extrêmement important de faire une clarification historique. Souvent, les gens oublient d'où nous venons. Vous savez, il est important de permettre aux auditeurs qui nous suivent, beaucoup de personnes nous suivent de par le monde, et qui ne savent pas pourquoi aujourd'hui, en 2019, que l'Afrique du Sud peut se retrouver au cœur d'une situation aussi alarmante après avoir vaincu la fatalité, comme le dirait l'autre, la fatalité de l'apartheid. Oui, il faut comprendre que la xénophobie et la chasse aux étrangers en Afrique du Sud est une véritable insulte à l'intelligence humaine, à la conscience panafricaine et à la solidarité internationale. Vous savez, lorsqu'on interroge l'histoire du peuplement africain, la première chose qui retient l'attention du chercheur quand on parle de l'Afrique du Sud est la manière dont les mouvements migratoires ont contribué à la naissance entre l'an 300 et l'an 500 d'un peuple sud-africain paisible, solidaire et pacifique. Il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques depuis les récentes années et qui renseignent sur des fossiles controversés trouvés sur le site des grottes de la rivière Klassi dans la province du Cape oriental qui indiqueraient que l'humain moderne vivait en Afrique du Sud il y a plus de 90 000 ans. Vous imaginez. Alors on parle d'environ d'une cinquantaine de milliers d'individus à l'époque apparentés aux Bochiman et aux Khoïkhoïs actuels qui sont installés sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette et étaient des nomades, donc des migrants. Il est important de le savoir. Pourquoi vous êtes remonté si loin pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui? Il est extrêmement important de savoir que l'histoire de l'Afrique du Sud est une histoire de cohabitation pacifique entre deux peuples. Les Bochimans, comme je le disais, et les Bantous qui ne se sont jamais livrés de conflits de guerre avant l'arrivée des Européens. Entre Africains à l'origine, les ancêtres des Sud-Africains ne se sont jamais livrés de guerre. C'est un peuple qui vivait en paix avant l'arrivée des Européens. Donc allez-y comprendre qu'est-ce qui peut amener la division au sein d'un peuple qui jadis était si uni et si solidaire. Vous désignez déjà le coupable de cette situation, c'est cela? Je ne désigne aucun coupable. Nous sommes ici dans un débat qui interpelle la conscience africaine, comme je le disais, la conscience panafricaine. Et aujourd'hui, ça va même au-delà de l'Afrique, parce que vous voyez des réactions de par le monde qui amènent même des peuples d'autres horizons, d'autres régions de la planète à s'interroger sur ce que eux, ils avaient déjà considéré comme des avancées en matière de cohabitation pacifique en Afrique du Sud, qui est aujourd'hui mise en cause. Donc, et vous savez, on disait que les Bantous
vivent depuis au moins 1500 ans en Afrique du Sud. Et les Bushiman, qui étaient les premiers, peut-être tout premiers occupants, étaient là depuis 25 000 ans. Imaginez que c'est à l'arrivée des Européens, parce que vous savez, les premiers explorateurs qui ont foulé le sol, la terre sud-africaine, c'était des Portugais. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque un grand chercheur arabe qui avait eu donc ce pressentiment et le flair qu'il était possible de contourner l'Afrique pour avoir accès à l'océan Atlantique. Et donc, quand l'information est parvenue au roi portugais d'alors, le roi donc a envoyé des explorateurs pour contourner les limites de l'Afrique et aller découvrir donc le territoire sud-africain. C'est pour les éléments historiques. Oui. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt des migrants récents, des Nigérians, des Congolais, des Zimbabwéens qui sont attaqués. Ce sont leurs boutiques qui sont attaquées. Certains brûlés vifs en Afrique du Sud, dans les rues de Johannesburg, du Cap et d'ailleurs. Comment en est-on arrivé là? Virgile, vous savez qu'après le passage des Européens, il y a eu ce que le monde, l'histoire a retenu comme le système législatif séparatiste et ségrégationniste de l'apartheid. Et ce système, n'oubliez pas, a formaté le mental et la conscience des Sud-Africains, blancs comme noirs. C'est une semence têtue qui aujourd'hui a du mal à disparaître de la société sud-africaine. Qu'on le veuille ou non, on dit que l'Afrique du Sud est libre, mais en réalité, ce n'est que sur du papier. Parce que des Noirs sont devenus plus ségrégationnistes et plus dangereux que ceux qui les avaient à l'époque réduits en esclavage. Mais ils ne s'en prennent pas aux Blancs. Ils ne s'en prennent pas aux Blancs, justement, c'est ce que nous disons. Vous savez, et là je voudrais, si vous me permettez, revenir un peu sur les causes de ce que nous observons aujourd'hui comme la xénophobie et ces actes barbares, excusez-moi l'expression, que nous observons au sein de l'Afrique du Sud. Et quand vous regardez un peu les indicateurs socio-économiques, les indicateurs démographiques et l'analyse des risques de ce pays aujourd'hui, très rapidement, je vais vous dire, c'est un sous-continent, on appelle l'Afrique du Sud un sous-continent. Donc ça veut dire ce que ça veut dire que c'est un vaste territoire, d'accord, qui a tout aussi des défis que des opportunités. Ce territoire est peuplé de 57 millions, environ 58 millions d'âmes aujourd'hui. Et ça, c'est les chiffres de 2018, avec une croissance démographique de 2,13% par an, une superficie de 1 219 912 km². Et quand vous prenez la densité de la population, c'est 47,32 habitants au km². Vous prenez les territoires de Johannesburg et de Pretoria. Ces deux territoires réunis sont peuplés d'environ 15 millions d'âmes. Vous imaginez. Johannesburg seul, c'est 5 millions de personnes. J'essaie de faire ressortir ces chiffres pour vous permettre de voir ce que peut être la promiscuité dans certaines régions et dans certaines villes de l'Afrique du Sud. Et la densité de la population, je l'ai dit, c'est autour de 47,32 habitants au km². Et le PIB par habitant, chiffre de 2018 toujours, c'est 6 340 $ US. Quand vous regardez l'ensemble, l'espérance de vie dans ce pays, ce sont 64 ans, d'accord? Chiffre de 2018-2019 toujours. Et le taux de natalité, 21%. Indice de fécondité, 2,41%. Taux de mortalité, 9 pour 1000. Vous savez ce que ça dénote? Que c'est un peuple dont la démographie augmente. Mais quand vous quittez les indicateurs sociaux démographiques et que vous allez vers les analyses de risque, vous allez voir que sur les questions économiques, l'Afrique du Sud n'a pas fait de progrès. L'Afrique du Sud est restée stagnante sur une croissance qui tourne autour de 6%, environ 6 et quelques. Et vous verrez aussi sur certains indicateurs qui dénotent et qui permettent de comprendre, d'illustrer les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et certains pays avec lesquels ce pays fait des affaires, vous verrez que le pays est resté stagnant. Et quand un pays
dont la démographie augmente n'évolue pas sur les indicateurs socio-économiques, qu'est-ce qui se passe? Cela génère des frustrations. Et c'est justement ces frustrations qui entraînent ce que nous voyons aujourd'hui. Et je voudrais terminer en disant que sur le plan politique, n'oubliez pas que l'ANC est en difficulté. L'ANC, c'est le plus grand parti de ce pays et qui a vu les plus grands politiciens, les plus grands hommes politiques et tout ce qu'on appelle le Gotha politique qui a fait la fierté de l'Afrique du Sud. Ce parti est en difficulté aujourd'hui. Depuis les dernières élections législatives, le parti est en train de sombrer, a fait le plus mauvais score qu'il n'a jamais fait dans ce pays. Et aujourd'hui, les dirigeants de ce parti sont en train d'utiliser les communautés étrangères qui sont venues faire des affaires dans le pays comme ce que j'appelle un bouclier humain pour détourner l'attention de la population du pays vers des situations comme le chômage, la précarité de l'emploi, etc. Et ça amène... Si vous permettez, oui, il est établi, il est établi, Ulrich Athénéo, que ces problèmes qu'on a aujourd'hui, l'Afrique du Sud, cela relève plutôt de l'économie, c'est à cause donc du chômage. Absolument. Comme le dit Fena Zonano, c'est à cause donc essentiellement des problèmes économiques qu'on a ces violences aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas dire oui, je ne dirai peut-être pas non, ça fait partie. Peut-être, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Tout récemment, sinon, au cours de cette même journée, j'ai appris qu'en Afrique du Sud, les Africains sont par nature violents. Sinon, les Sud-Africains, ou dans l'intervalle de 8 heures de temps, une femme meurt pour des violences conjugales. Donc, c'est dit que dans l'intervalle de 2 jours, il doit y avoir au moins, ou de 24 heures, il doit y avoir 3 morts, 3 femmes qui doivent perdre la vie, juste à cause des violences conjugales. Et c'est également aujourd'hui que le président Ramaphosa a pris une décision, il a fait un discours comme quoi on doit pouvoir voter au cours de cette journée-là, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain ou plus tard, une loi pour limiter ces violences-là, pour que les femmes, quiconque un meurtrier ou un violeur, soient donc condamnées à mort, à la perpétuité. Donc je pense qu'ils sont venus un peu en retard. Moi je pense personnellement que si c'était un peuple, enfin je ne veux pas jeter de l'opprobre sur un pays, mais je ne vois pas l'Afrique du Sud dans ce rôle-là. Je ne vois pas l'Afrique du Sud dans ces violences-là. Je ne vois pas le pays de Nelson Mandela revenir à cette étape-là. Si c'est peut-être le Rwanda, le Libéria, l'Angola, je peux peut-être dire, écoutez, il y a, c'est vrai, une guerre, il y a eu des guerres dans ces pays-là, ils sortent donc des conflits, il y a des antécédents qui peuvent justifier ce comportement-là, la frustration accumulée au cours des années. Vous pensez que l'apartheid, ce n'était pas violent? Il y avait eu la violence, mais quand vous sortez de l'apartheid et vous vivez désormais avec le mal, vous vivez avec ceux-là que Julius Malema appelle les ennemis, puisqu'il a réagi par rapport à ces violences. Il a dit, chers Sud-Africains, vous vous êtes trompés de cible. Ce n'est pas les frères noirs que vous devriez a priori combattre, mais ce sont ceux-là, ces blancs qui sont venus et qui ont aujourd'hui, jusqu'à ce jour, la majorité de nos terres. Ce sont eux que vous devriez a priori combattre. Ce sont eux, vous devriez, parce que ce sont eux également qui créent l'emploi. Ils ont la majorité des terres et ils créent l'emploi et ils engagent qui ils veulent. C'est pas à vous de leur imposer qu'ils vont engager. Ils engagent qui ils veulent et ils engagent prioritairement les étrangers. Ils engagent les étrangers. Ben, écoutez, c'est justement ce que les Africains, les Sud-Africains plutôt doivent comprendre. Les Sud-Africains, le combat contre l'apartheid, c'est pas seulement, ça n'a pas été uniquement un combat des Sud-Africains. Les Nigérians se sont mêlés à la danse, les Zambiens se sont mêlés, les Congolais, ici aux Béninois, ici les Béninois également se sont mêlés à ce combat-là. On a dit plus jamais, il faut lutter contre l'apartheid, on ne veut plus voir ça. Aujourd'hui encore, lorsque vous voyez, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux où vous allez voir, peut-être, je crois, c'est des images de la France ou même en Afrique du Sud, il y a eu ces images-là où on a trouvé dans une classe, une catégorie blanche, à part les enfants, de l'apartheid, oui. Voilà, et une autre catégorie
catégorie, non, je crois même tout récemment, et la maîtresse a été limogée, je crois, et une autre catégorie d'enfants noirs dans un coin de la salle de classe. Voilà, donc je pense que ces images, nous les avions tous condamnées. Donc les Sud-Africains n'avaient pas de raison. On ne peut même pas justifier cela par des raisons économiques. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail. S'ils n'ont pas trouvé du travail, mais les chances sont égales. Et quand même, sur le marché de l'emploi, ils devraient a priori se battre. C'est pas contre ces frères-là. Je me dis même que quand vous prenez les Nigériens, ils parlent l'anglais. Donc, a priori, ils peuvent se confondre à ces Noirs-là, à ces Sud-Africains-là, de peau noire. Ils peuvent facilement se confondre. Peut-être, j'allais comprendre si on me parlait peut-être des francophones. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je dis, jusqu'à ce jour, avec les images... possible, hein? Vous avez parlé des Congolais. Tout à fait. Il y a les Congolais dedans. À Lubumbashi, je crois, ils ont déjà saccagé, je crois, l'ambassade. Voilà. Tout à fait, par rapport donc à ces violences-là. Donc je crois que c'est quelque chose qu'on devrait unanimement condamner. Pour quelques raisons, on ne devrait pas faire ce qu'ils ont fait. C'est des images insoutenables. Non, je pense que l'Afrique du Sud est en train de regresser parce que si ce pays a vaincu l'apartheid et qu'aujourd'hui on retombe dans cette violence extrême sanctionnée par des morts comme on a vu, c'est qu'on ne rend pas hommage ou on ne salue pas la mémoire de Nelson Mandela comme ici, parce que lui s'est battu pour ses frères sud-africains de la plus belle des manières. Aujourd'hui, on constate que ce pays est en train de verser dans ce qu'on a combattu par le passé. Alors aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est vrai, ce pays dispose de ressources qu'il faut pour que, si cela était géré de manière efficiente, je pense qu'on pouvait quand même régler en partie la question du chômage qui tracasse les Sud-Africains, qui les amène à donner dans ça, alors qu'on ne pouvait même pas avoir comme justificatif ce qu'ils ont fait pour justifier ce qu'ils ont fait. Je crois que véritablement, il est question pour les autorités sud-africaines de revoir comment on gère les ressources de ce pays pour permettre à tous les citoyens de se sentir à l'aise et concernés, parce que si on ne travaille pas dans cette logique-là, ils vont continuer à faire la même chose et justifier le fait que, bien entendu, les Africains venus d'autres pays viennent leur ravir la vedette sur le marché de l'emploi. Encore que, on l'a dit ici, ceux qui recrutent misent sur les personnes qui peuvent justement être à leur service. Et donc, aujourd'hui, la situation qu'on a connue en Afrique du Sud n'a pas de nom, on ne peut pas justifier cela. Et moi, je pense que les autorités ont beaucoup à faire justement pour remettre la jeunesse sud-africaine au travail, parce que c'est quand même les jeunes qui sont beaucoup plus à l'origine de la situation qui se passe en Afrique du Sud. Et donc si les gouvernants ne travaillent pas à réorienter cette jeunesse-là pour leur permettre de pouvoir se sentir concernés par ce qui se fait, comment on gouverne leur pays, bien entendu, du jour au lendemain, cette violence pourrait donc refaire surface, puisque des personnes qui ne travaillent pas, qui ne savent pas où donner de la tête, tout naturellement sont livrées à elles-mêmes. Et puis la violence, c'est la seule chose qui peut-être constitue pour ces personnes la porte de sortie, et ce qui est déplorable, parce que l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent qui a toujours vécu en toute quiétude, où il y avait quand même cette fraternité qui caractérisait les peuples, et justement, et il n'y avait pas de frontières avant l'arrivée du blanc. Et donc aujourd'hui, quand c'est des Africains qui s'en prennent aux Africains, on peut essayer donc de chercher à comprendre fondamentalement pourquoi cela arrive. Et il est question donc pour les dirigeants sud-africains de se rasseoir à nouveau pour revoir la formule et permettre à cette jeunesse-là de se mettre au travail pour éviter donc de s'en prendre à leurs frères africains comme on l'a vu. Fernand Zonano, est-ce que les étrangers prospèrent mieux en Afrique du Sud que les nationaux, ou c'est une illusion comme ça de ces casseurs, de ces violents? Alors, c'est une très bonne question, mais je voudrais peut-être revenir sur ce que disait Gabin Azoman. Il a évoqué la jeunesse sud-africaine. Et vous savez, cette jeunesse, elle est, à l'instar des autres jeunesses que nous avons sur le continent aujourd'hui, une jeunesse qui n'a connu que la facilité, qui est venue voir les fruits du combat, de la lutte. Une jeunesse après post-apartheid. Post-apartheid, et qui malheureusement se retrouve confrontée à la dure réalité de l'austérité, des difficultés économiques et financières, comme je le disais tantôt, et qui n'a pas appris, qui n'a pas de maturité sur les questions, les valeurs morales, éthiques, les valeurs citoyennes, comme
les ancêtres et les pères de l'indépendance, ceux qui ont lutté véritablement pour la libération de l'Afrique du Sud. Alors donc c'est une jeunesse qui se sent un peu victime de voir des étrangers venir lui arracher ce qui lui appartient. C'est ça un peu, disons, le sentiment qui anime la jeunesse sud-africaine aujourd'hui. Nous n'avons pas d'emploi, nous avons des diplômes, mais nous voyons des étrangers qui viennent des autres pays nous arracher ce qui nous appartient. Alors donc, sociologiquement, c'est un problème sérieux, c'est une perte énorme des valeurs qui fondent véritablement l'Afrique du Sud. C'est à peu près ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Les jeunes Américains n'ont pas vécu ce que les Martin Luther King ont vécu. Ils n'ont pas appris à se battre sur ces questions éthiques, morales et citoyennes. Et là, ce qu'ils savent faire, c'est une génération des réseaux sociaux, c'est la facilité, c'est avoir des diplômes et rapidement gagner le premier emploi et un bon emploi qui peut leur permettre de vivre comme, disons, des enfants glorieux, des enfants de riches dans la société. Alors donc, il ne faut pas perdre de vue cette dimension de la chose. Et de l'autre côté également, lorsque vous dites que l'Afrique du Sud ne devrait jamais connaître une telle situation parce que toute la communauté africaine et au-delà s'est levée comme un seul homme pour se battre aux côtés du peuple sud-africain pendant l'apartheid. Et oui, mais ça c'est du passé. Vous savez, les gens ont vite fait d'oublier tout ça. Et c'est pourquoi justement, dans nos sociétés, il est important de revenir souvent sur ces luttes qui ont été menées. Ici au Bénin, on sait que pendant la période du PRPB, il y a eu une certaine génération de Béninois qui a mené une lutte farouche contre la dictature. Mais nous oublions tout ça. Et la jeunesse n'a aucun souvenir de ces choses et ne peut donc pas faire preuve de maturité et de retenue lorsqu'elle se retrouve confrontée à ces difficultés, à des difficultés similaires à ce que ses aînés ont connu. Alors maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que les étrangers vivent mieux ou arrivent à prospérer mieux que les autochtones en Afrique du Sud? Oui et non. Ça dépend des secteurs. Vous savez, la société sud-africaine est une société apparemment libre, mais au même moment très fermée. Pour avoir le visa sud-africain aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il peut vous arriver quand vous voulez... Mais pour les Béninois, c'est facile. Hein? Pour les Béninois, ça dépend des accords. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Ça dépend des accords qui existent entre les pays. Il y a certains pays, des ressortissants de certains pays qui ne peuvent pas aller facilement en Afrique du Sud si vous n'y allez pas pour des raisons évidentes d'emploi, et surtout dans des domaines de la technologie de pointe, dans les domaines où le pays a besoin de vous, il est difficile. Moi, j'ai connu des collègues qui devaient se rendre là-bas. La dame a un bébé, on délivre le visa pour la dame parce que c'est elle qui va travailler là-bas et on refuse de délivrer le visa pour son enfant, pour le bébé. Vous voyez, donc c'est des situations qu'on ne voit pas souvent. Mais ça, c'est caractéristique de tous les pays prospères. L'Afrique du Sud, c'est quand même l'un des pays émergents aujourd'hui. Absolument. Fait partie des BRICS. Exact. Et c'est d'ailleurs pourquoi... Ça protège son économie. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous arrivez justement à vous infiltrer, vous installer dans cette société, vous êtes sûr d'avoir les mêmes chances, des chances égales que les autochtones sur les questions d'emploi, sur les questions éthiques, les questions de considération, disons, des cadres de l'intelligentsia. Alors donc, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent dans des secteurs comme l'immobilier, la technologie de pointe, la communication, et qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu et qui sont mieux lotis que certains. Il a aussi le commerce, puisque là, le commerce, c'est le transport et la logistique. Et la logistique, exact. Bien sûr, le transport pour les Zimbabwéens. Absolument, absolument. Donc, je crois que c'est une société qui est allée à une vitesse de croisière juste après l'apartheid et qui n'a pas vu qu'elle laissait derrière elle une certaine génération, surtout la génération montante, qui n'a pas eu le temps donc de se faire une certaine expérience. Mais justement, comment la société sud-africaine a pu faire en même temps que, oui, à l'international, et selon donc les chiffres, c'est un pays prospère et de mieux en mieux prospère, mais en même temps
26% de taux de chômage, donc une grosse masse quand même qu'on laisse abandonner à elle-même. Je vais peut-être revenir encore sur des chiffres parce que je crois que pour mieux comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud, il faut souvent regarder les évaluations. Il y a beaucoup d'évaluations, il y a des centres d'expertise qui sont là, qui fignolent, qui regardent et qui analysent. Vous savez, il y a sur l'Afrique du Sud une étude qui a été réalisée, d'ailleurs sur la plupart des pays, des 54 pays du continent, et qui prennent des indicateurs d'évaluation de risque. Et lorsque vous regardez ces indicateurs, je me suis amusé à les regarder avant de venir ici, vous vous rendez compte que dans le domaine des transactions commerciales, l'évaluation des risques politiques et assimilés à court terme est d'environ, disons, 3%. C'est-à-dire, sur une échelle de graduation de 1 à 7, vous voyez l'Afrique du Sud ballottée dans la zone de 3 pour l'évaluation des risques politiques et assimilés à court terme. Mais quand vous voyez les risques à moyen et à long terme, c'est autour de 4. Pour l'évaluation du risque de violence politique, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique du Sud tourne autour de 2% environ. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud oscille dans la zone de 2 sur l'échelle des 7 points. Et plus loin, l'évaluation du risque d'inconvertibilité en devises et de restriction de transfert. Parce que c'est aussi une question très importante pour un pays comme l'Afrique du Sud qui accueille beaucoup de migrants qui viennent travailler pour rapatrier leurs fonds ou qui ont des affaires en dehors du pays ou des partenaires en dehors du pays avec qui ils continuent de faire des transactions depuis l'Afrique du Sud. Alors, ce risque particulier traduit la volonté des autorités sud-africaines à dire, écoutez, en matière de taux de convertibilité et les primes que nous accordons pour que la devise que vous gagnez en Afrique du Sud, l'argent que vous gagnez en Afrique du Sud soit converti dans une autre devise autre que celle de la monnaie locale, et il peut leur arriver de dire, nous n'accordons pas de facilité aux étrangers là-dessus. Et toutes ces évaluations, ces indicateurs, quand vous les mettez ensemble, cela conduit à la conclusion suivante. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud est un pays dans lequel les gens font fortune, mais au même moment, un pays qui, sur les questions de violence, reste très, très susceptible. C'est-à-dire le pays est très susceptible, le pays peut basculer à tout moment. Et justement, là-dessus, comment on peut expliquer, disons, cette inaction du gouvernement, cette inaction du politique? Les premières grandes violences remontent quand même à 2008, puis 2009, puis 2012, 2015, et aujourd'hui, déjà, toujours rien, hein, parlant donc du gouvernement. Oui, alors, vous savez que le président actuel, celui qui est là actuellement, Cyril Ramaphosa, est arrivé dans un contexte un peu particulier. Au début de 2018, le président Jacob Zuma a démissionné après avoir été impliqué dans un scandale de corruption. Donc, Ramaphosa l'a remplacé et a mis en place des améliorations politiques significatives ayant permis de rétablir la stabilité macroéconomique du pays. Mais au même moment, Cyril Ramaphosa a déclaré que stimuler la croissance économique, réduire le chômage et éviter les rétrogradations des agences de notation constitueraient les principales priorités économiques de son gouvernement. Mais l'Afrique du Sud subissait toujours une croissance de sa dette publique, et c'est ça qu'on ne dit pas. Et avec cette dette publique, elle est toujours confrontée à des entreprises publiques inefficaces et à des pressions sur les dépenses qui ont réduit la compétitivité globale du pays. Alors donc, vous voyez, c'est un pays qui souffre sur les indicateurs macroéconomiques, les indicateurs de croissance économique. Le pays souffre, on ne voit pas. Nous voyons le gigantisme et nous voyons la prospérité apparente que ce pays affiche. Et là, je ne vous apprends rien. Vous savez que le pays est en train de perdre le chemin face aux géants nigériens et qui lui livrent aujourd'hui une concurrence terrible. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles vous allez voir que ce conflit tente à se cristalliser sur la question du traitement qui est accordé à la communauté nigériane vivant aujourd'hui en Afrique du Sud. Vous avez vu la réaction du président nigérien Buhari. Plusieurs autorités nigériennes ont réagi. Il y a eu des tentatives de manifestations au Nigeria pour s'attaquer aux intérêts sud-africains sur le territoire nigérien. Alors donc, c'est une concurrence entre ces deux géants
qui aujourd'hui, vous savez, veulent, disons, s'arracher ou tirer le linge de leur côté, le linge de leur côté pour occuper la première place en matière de puissance africaine. Et n'oubliez pas que le Conseil économique de l'Organisation des Nations Unies est là également. Chacun veut jouer le meilleur, le plus puissant sur le continent et avoir la meilleure place, voire au chapitre pour jouer le gendarme de l'Afrique. Donc c'est une guerre économique en sourdine entre le Nigeria et l'Afrique du Sud qui transparaît également à travers ces violences et ces actes même s'il faut dire qu'il n'y a pas une depuis dépolarisation vraiment entre les deux pays, étant donné que d'autres nationalités comme les Congolais, les Zimbabwe ont été attaqués. Les Zambiens ont été Absolument. attaqués. Justement, Ulrich, à Tindeou, mais le mal, on aurait peut-être, nos parents s'en seraient contentés, mais bon, ça aurait déjà été pas mal que ça s'arrête uniquement en Afrique du Sud, mais cet effet de contagion, c'est ça qui est l'élément aggravant. Oui, mais le président Ramaphosa a réagi, à mon humble avis, un peu tard. Il aurait peut-être vite prendre des mesures pour arrêter l'élan de ceux-là, parce que il a pris deux jours pour réagir. Les violences ont commencé dimanche. Voilà, donc moi je pense que c'est un peu tard. 48 heures, vous voyez ce qui s'est passé, on dénombre aujourd'hui jusqu'à 45 morts. Donc il aurait peut-être vite réagi et on ne serait pas là, parce qu'une réaction prompte de l'État sud-africain aurait peut-être dissuadé les gens, aurait même empêché le président Buhari de rappeler son ambassadeur. Puisque réaction, c'est des dispositions sécuritaires, notamment pour ces étrangers, pour ces personnes-là. Tout à fait. Et lorsque vous constatez que, bon, malgré tout ce qu'on dit, malgré les accords, malgré les tests en vigueur, vos compatriotes dans un pays sont malmenés, sont sacrifiés, sont tués de la sorte, vous vous dites, vous avez visiblement échoué. Donc, la coopération ne marche pas. Et par conséquent, il faut donc arrêter certaines choses. Donc, je pense que le problème, c'est d'abord cette réaction, cette passivité de l'État sud-africain. Mais aujourd'hui, l'État a pris ses responsabilités et il faut prendre des lois. Et c'est ça ce que le président Ramaphosa a annoncé. Il faut prendre des lois. Si les Sud-Africains devraient mener un combat juste, ils devraient demander peut-être à l'État sud-africain, écoutez, légiférez, prenez des lois pour sécuriser au moins l'emploi des autochtones. Prenez des dispositions. Encore qu'il faut que l'emploi existe. Justement, il faut que l'emploi existe, ou peut-être prendre des lois pour qu'il y ait tout au moins 95 ou 65% de Sud-Africains dans les entreprises. Les recrutements des nationaux. Tout à fait. Donc, je pense qu'on pouvait aller dans ce sens au lieu de faire ce qu'ils ont eu à faire là. Donc, il y a ces dispositions-là qu'on peut prendre. Maintenant, si l'État ne prend pas également des dispositions pour sanctionner de tels actes, je pense que la chose va continuer. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut, face à cette réaction qu'on a eue, que ce soit, puisque le match amical ou qui devrait, entre les Bafana et les Chipolo, voilà, ce match a été reporté, ou enfin annulé tout au moins, voilà, parce qu'il y a eu ces violences-là. Je crois que c'est des signes, c'est des choses qui devraient a priori nous amener à dire, mais écoutez, ce qui se passe là, ça va au-delà de ce que nous constatons, parce que c'est une atteinte non seulement à la vie privée, aux droits de l'homme, vu par tout le monde, mais c'est également une manière de dire, parce que quand j'ai vu ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, j'ai cherché effectivement les raisons. C'est vrai que à écouter notre invité, M. Azonano, on remonte un peu loin pour chercher donc cette cohabitation-là qui, entre-temps, avait marché et qui, peut-être avec l'arrivée des Blancs, a connu quelques difficultés, mais je me dis, je n'ai pas trouvé de raison juste pour justifier, je n'ai pas trouvé de raison valable pour justifier cette barbarie-là. Les réactions, parmi les réactions, la plus énergique nous est venue du Nigeria. Gabin Azoma, comment expliquer cela? Oui, c'est une situation qui ne pouvait laisser indifférent justement le Nigeria, parce qu'effectivement, vous savez que
Fena Azonanon le disait tantôt, la puissance nigériane aujourd'hui est en train de ravir un peu la vedette à l'Afrique du Sud. Et donc, si les Nigériens se retrouvent en majorité également dans ce pays sud-africain, et que c'est vrai qu'on n'a pas eu de décès dans le rang des Nigériens pour ce qu'on a pu noter dans les informations qui ne sont pas venues. Mais de toutes les manières, il fallait quand même avoir cette réaction pour effectivement attirer l'attention de l'Afrique du Sud. Mais Boiré n'est pas allé de même ordre. Elle a déjà dépêché des avions pour aller rapatrier ses compatriotes. Oui, c'est une mesure justement pour prévenir justement une situation d'escalade. Parce que si ça se poursuit, c'est évident qu'on pouvait assister à des morts dans le rang des Nigériens qui sont sur la terre sud-africaine. Et donc, la réaction du président nigérien, pour moi, c'est une réaction qui répond bien à cette façon de faire les choses pour protéger ses compatriotes, de mon point de vue, parce que quand vous êtes un leader, un chef d'État responsable, lorsque vous avez les vôtres ailleurs qui sont en difficulté, il faut quand même prendre des dispositions rapidement pour ne pas assister au pire. Et donc, moi, je comprends bien cette réaction du président Buhari. Et également, ça peut aussi rester collé un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire que sur le continent, bien entendu, chacun essaie de travailler à pouvoir prendre la tête. Et aujourd'hui, si le Nigeria a envie de ravir la vedette aux Sud-Africains, tout ça, ça passe également par là. Donc, pour montrer aux Sud-Africains que oui, nous sommes là, nous sommes présents, nous observons de près. Et bien entendu, il y a des intérêts également à l'échelle internationale. On a parlé tantôt des Nations Unies. Et donc, moi, je pense que le Nigeria ne pouvait faire autrement que de réagir de manière aussi énergique comme on l'a vu. Mais ce qui importe de mon point de vue pour l'Afrique du Sud et pour tous les dirigeants africains, c'est de commencer par travailler à intéresser, on va dire, la jeunesse, parce que tout part de là. Lorsque vous avez sur un continent des jeunes qu'on ne considère pas véritablement des jeunes, qu'on ne met pas au travail, et qui forcément ne se sentent pas concernés par la manière dont on gouverne leur pays, je pense que c'est à partir de là que naît la violence qu'on observe. Et donc, c'est une manière pour les autorités de pouvoir désormais comprendre que oui, ça ne se passe pas seulement en Afrique du Sud. Tous les pays africains où les gouvernants ne travaillent pas de sorte à ce que la jeunesse puisse se sentir concernée, c'est des signaux qui doivent pouvoir attirer l'attention de ces gouvernants pour qu'effectivement, désormais, on définisse des politiques qui véritablement permettent d'offrir affaire à la jeunesse. C'est vrai qu'on ne peut pas justifier cette violence orchestrée par les jeunes en Afrique du Sud par le fait que voilà, ils n'ont pas d'emploi et c'est largement suffisant pour qu'on puisse observer cela. Non. Mais partant de tout ça, il faut quand même que les dirigeants s'organisent autrement pour que la jeunesse puisse avoir son compte dans tout ce qui se fait, parce que si elle a le sentiment que nous avons des gens qui sont au péché et qui travaillent rien que pour eux-mêmes et que pas pour les jeunes, eh bien, la violence est vite venue et il ne faut pas souhaiter cela pour les autres pays. Enfin, dans Zonano, Abuja ne s'est pas embarrassé de formule diplomatique. Boiré est allé tout de suite de main forte, comme s'il attendait déjà l'occasion. L'ambassadeur a rappelé, MTN, allez chez vous, ceci et cela. C'est pas très élégant non plus, ça. C'est pas élégant. Je crois que nous l'avons dit déjà pour ce qui se passe entre le Nigeria et le Bénin, s'agissant de la fermeture des frontières entre ces deux pays. Et nous le répétons ici ce soir, nous ne le dirons jamais assez. Quand je dis nous, c'est les organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la migration et dans le domaine du développement. Et on ne peut pas comprendre. Et là, franchement, je le dis avec gravité, on ne peut pas comprendre qu'avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme instruments juridiques internationaux, que ce soit au niveau régional, au niveau international, tout ce qu'il y a comme accords bilatéraux entre les États de la sous-région au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, au niveau des autres communautés économiques régionales comme la CEMAC, la CRC et puis la SADC en Afrique du Sud, et l'Union africaine comme le chapeau, le parapluie pour coordonner tout ça, qu'on se retrouve encore à ce que j'appelle des querelles de volailles, des querelles de basse-cour entre certains dirigeants de la sous-région qui se comportent comme des ennemis. Et j'avoue que cette réaction
frise un peu l'immaturité. L'immaturité sur les questions de discussion, de dialogue et de concertation entre États. Et c'est ça qui gêne. C'est ça qui devrait gêner les citoyens et tous les panafricains aujourd'hui, de voir que nous reculons sur les avancées que nous croyons avoir fait, d'accord, sur les questions donc de cohabitation, sur les questions d'intégration régionale. Et aujourd'hui, on parle de la SLEC. Mais écoutez, si nous parlons de zone de libre-échange continentale et qu'au même moment, à la moindre incartade, X se lève pour aller retirer ses compatriotes, ses ressortissants du territoire de Y, je crois que moi, cela relève d'une pure chimère. Nous sommes en train de nous mentir. Je voudrais rappeler ici qu'il y a un document très important sur lequel tous les chefs d'État africains ont travaillé. Non seulement ils ont contribué à son élaboration, ils ont pris des engagements fermes, comme quoi ils allaient le faire respecter, le faire appliquer sur leur territoire dans leurs échanges, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral. C'est le cadre de politique migratoire pour l'Afrique. Ce document existait depuis, mais il a été révisé récemment avec le plan d'action pour couvrir la période 2018-2027. Vous savez, ce document, dans ce document, c'est comme une Bible de l'intégration africaine, une Bible qui, disons, nous permet d'évacuer de nos façons, de nos habitudes, de nos manières de faire, de nos rapports entre États, tout ce qui peut nous amener donc à nous taper dessus, à développer la xénophobie pour des raisons X ou Y, et surtout au niveau des États, à continuer à nous considérer comme des îlots dans une sous-région qui a des réalités, les mêmes réalités, qui a des intérêts communs. Alors si le Nigeria retire ses ressortissants de l'Afrique du Sud, c'est comme si le Nigeria se considère l'Afrique du Sud comme un pays étranger au sein de la ZLEC, au sein du même continent, sur le même continent où nous disons que notre intérêt, notre avantage et notre seule chance qui reste pour le développement sur ce continent, c'est de réfléchir ensemble comme un seul peuple, mais comme une seule communauté. En réalité, ce n'est pas ce que vivent les deux pays, vous l'avez dit tantôt. Est-ce que ce n'est pas une rivalité simplement entre puissances? Écoutez, quelles que soient les rivalités, je dis quelles que soient les rivalités, vous savez, au cours des dernières décennies, la détérioration des conditions politiques, socio-économiques et environnementales, les conflits armés que nous avons connus, l'insécurité, la dégradation, parce que c'est souvent l'argument le plus avancé par les États, c'est le terrorisme, la criminalité transfrontalière, donc pour outrepasser les engagements qu'ils ont pris et violer ces engagements vus et au sud de tout le monde. Donc, je dis, au cours des dernières décennies, il y a eu tous ces problèmes, nous les connaissons, et ces problèmes vont continuer à subsister. Mais le processus de mondialisation a également facilité la libre circulation des personnes dans les différentes régions de l'Afrique. Ce n'est pas seulement au sein de la CEDEAO aujourd'hui qu'on parle de libre circulation. Vous allez en Afrique australe, la SADC travaille là-dessus. L'Union africaine a considéré le modèle de la CEDEAO comme le modèle qui marche, l'un des meilleurs modèles que nous puissions avoir. Et ce modèle est en train d'être copié, donc d'être, je vais dire, exporté vers les autres régions. Alors quand nous avons tout ça, et nous avons un document qui, à la lumière des défis posés par les migrations que nous avons connues au cours des décennies précédentes, et amène le Conseil des ministres de l'Union africaine à adopter une décision qui dit que désormais, il faut élaborer un cadre stratégique pour la politique migratoire en Afrique qui pourrait contribuer à relever les défis posés par les migrations et assurer l'intégration des migrations et des questions. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui peut amener des chefs d'État à retirer les populations. Je comprends un peu le souci du président Buhari. Il voudrait montrer à la population, je veux dire, à l'opinion nationale nigériane qu'il veille au grain, qu'il est concerné et qu'il protège ses citoyens. Oui, je crois que c'est quand même une réaction normale. Hein. Pour ma part, c'est une réaction normale. Vous ne pouvez pas avoir votre enfant dans un pays où, peut-être dans une ville, l'enfant vous appelle pour dire, écoutez papa, j'ai telle difficulté. À côté de moi, ceux qui sont de la même zone que moi ou ceux qui viennent de la même localité que moi, leurs vies sont en danger, quelqu'un a été tué et vous, en tant que parent, vous n'allez pas réagir, vous allez réagir automatiquement. Ou vous allez chercher votre enfant,
où vous assurez qu'il est en sécurité. Sinon, ben, à quoi vous attendez sa mort pour réagir? Je crois que non. Et c'est justement cette réaction-là que le président Buhari a. Peut-être c'est pas pour rapatrier tous les Nigériens qui sont aujourd'hui en Afrique du Sud. Certainement ceux qui sont en danger. On a parlé par exemple il a affecté au moins 3 avions. Hein. D'accord. C'est pas pour 3 personnes. C'est pas pour 3 personnes, mais il y a celle de Pretoria, de Johannesburg. Donc, je pense qu'il y a des villes qui sont aujourd'hui concernées par la question. On peut déjà, dans l'urgence, réagir par rapport à cela. Mais Ulrich, qu'est-ce qui empêche le président Buhari d'effectuer une visite de travail ou d'amitié en Afrique du Sud et de s'asseoir avec son collègue Ramaphosa? Peut-être qu'ils ne sont pas des amis. Bon, au moins ils sont des collègues et ils travaillent sur les mêmes questions d'intérêt économique, politique et d'intérêts sociaux également pour le continent. Donc ça déjà, moi je crois qu'il faut que nos chefs d'État comprennent que les rapports téléphoniques n'ont jamais produit des résultats, surtout quand nous parlons de développement. Donc il faut encourager les rencontres, il faut encourager aussi la proximité, qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent. Tout à fait. Gabin, Azoma, rapidement. Oui, non, je pense que les migrations sont nées avec l'humanité, donc se retrouver dans un pays qui n'est pas forcément le vôtre pour travailler, ça doit toujours arriver. Donc là-dessus, c'est clair que les Sud-Africains doivent souffrir que d'autres personnes d'autres nationalités viennent s'installer et avoir du travail comme eux. Encore des leçons donc aux Sud-Africains, à ces Sud-Africains. Je ne sais pas si je fais mal de le dire ainsi. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. Mohamed Liamidi était à la technique intégrale. C'est encore demain.